Carte sur table, nouvelle émission. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pour ce nouveau numéro, nous allons donc effectuer une randonnée dans le monde justement gouvernemental puisque nous accueillons, nous déroulons le tapis rouge pour une personnalité. Et véritablement, il s'agit donc du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Il s'agit donc de Kossivier Bétognon. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre domaine, on va le dire ici. C'est à nous de vous remercier pour l'opportunité qui nous est offerte de nous présenter. Tout à fait. De présenter un petit peu notre secteur. Voilà, merci. Nous allons sans plus tarder commencer donc par dérouler l'essentiel du chronogramme en ce qui concerne donc cette émission Carte sur table. Je rappelle donc que nous avons donc 4 rubriques, 4 arrêts indispensables. D'abord, il s'agira de la pique politique. Ensuite, vous avez donc le carreau social, le cœur et puis la rumeur trèfle. Sans plus tarder, nous allons donc prendre la première grande articulation de ce programme. Il s'agit donc de la pique politique. On se retrouve juste derrière ceci. Alors rapidement, sans déroger à la règle avant de rentrer dans l'essentiel, le vif du sujet en ce qui concerne l'entretien, on va donc prendre la courte revue de la presse pour avoir une idée d'abord de ce journal. Vous le savez, nous avons donc cette tradition que nous respectons. Togo Matin, en ce qui concerne donc sa dernière parution qui met donc en une revendication du personnel de la santé. Le gouvernement fera ce qui doit être fait. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'on peut retrouver donc au cœur de une du journal Togo Matin, parution numéro 595 du mercredi 24 juillet 2019. Et puis toujours sur la une de ce journal, on peut donc lire en tête de une: développement au Togo, quel modèle pour s'assurer d'une émergence dans les prochaines années? S'interroge donc le quotidien. Nous allons donc pouvoir prendre la deuxième parution. Il s'agit donc de Fraternité. Fraternité, dernière parution qui justement met au cœur de sa une: unir et sa doublure pour 2020. Préparons-nous pour le spectacle, s'exclame donc Fraternité au cœur de sa une. Et puis on peut également lire en tête de une en ce qui concerne Fraternité, réforme, à quand la recomposition de la Cour constitutionnelle? C'est une interrogation justement qu'on peut retrouver dans les colonnes de Fraternité, dernière parution. Le journal ne s'arrête pas en si bon chemin. On peut également lire en pied de une: innovation, la CNSS introduit le e-paiement. C'est à lire donc en pied de une et précisément à la page 2 dans les colonnes du journal Fraternité. On prend le dernier journal, Liberté, dernière parution. C'est un quotidien privé togolais, Liberté donc qui titre insécurité à Lomé. Le ministre Christian Trimois cambriolé, une mallette de devises emportée. Voilà pour la grande une de ce journal. Alors rapidement, on va revenir en plateau pour avoir justement rentré dans le vif du sujet avec l'invité, Excellence. Nous allons, puisque le principe il est clair, nous allons justement faire des pioches. Vous avez l'indice, nous avons donc l'information. On va donc essayer d'avoir le propos juste après. J'espère que le principe vous convient. Qu'il me convienne ou pas, c'est un principe. Si j'avais à donner mon point de vue, je vous aurais dit que je n'aime pas les jeux de hasard. Mais comme c'est le principe, on y va. Merci quand même d'avoir accepté. Nous allons donc rapidement prendre la première pioche, si vous en avez convenance, pour voir ce que nous avons justement comme indice. Justement, vous pouvez lire, il n'y a pas de souci. Et voilà 2019. Et voilà 2019, voilà pour l'essentiel. Nous commençons donc par l'actualité la plus fraîche, puisqu'on vous a justement vu du côté de Cara, la préfecture de la COSA pour justement les luttes traditionnelles. Et voilà 2019. J'ai envie de prendre rapidement quelques portions en ce qui concerne donc l'actualité. Le 13 juillet, le temps a été donné pour la célébration des luttes. Et voilà, édition 2019. Alors, son excellence Forest Ozimnania Singbe, des membres du gouvernement dont vous avez donc pris part justement à ces festivités. Justement, c'est un rite initiatique consacrant le passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais également l'affirmation de l'identité culturelle du peuple kabyle. Voilà. Alors, j'ai envie de savoir, Excellence, et voilà, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, mais beaucoup disent qu'Evala, en réalité, devrait pouvoir porter plus que ce qu'on a aujourd'hui à l'international, je veux dire. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous l'appréhendez? Et voilà toujours porté, et voilà portera. Et apportera aussi.
vous avez dû le constater pour ceux qui étaient là l'année dernière, que l'édition 2019 n'est pas exactement identique à 2018. Du point de vue de l'engouement, il a été témoigné, attesté que 2019 est en tout cas mieux organisé que les précédentes éditions. Du point de vue touristique, Evala 2019 a appelé beaucoup, tant sur le plan interne que sur le plan international. Beaucoup de touristes qui sont arrivés, il y a beaucoup de Togolais de l'extérieur qui sont venus vivre l'événement. Et comment est-ce que nous entendons faire pour que Evala apporte plus? Je ne dirais pas que c'est seulement Evala qui doit apporter. C'est toute la culture est bien arrimée avec le tourisme qui doit apporter. Et nous sommes en train de voir la possibilité de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme fête traditionnelle au Togo puisse se dérouler dans un cadre beaucoup plus harmonisé, de manière à envisager que au cours de cette période de festivité au Togo, nous puissions ouvrir la session touristique du Togo. Ça veut dire quoi? Dès que les fêtes s'annoncent, la communication se fait pour que le monde entier sache que le Togo va ouvrir toute une série de manifestations culturelles. Et nous ferons en sorte que tous les acteurs qui concourent directement ou indirectement au bon déroulement de ces festivités trouvent leur part. Les touristes, les moyens par lesquels ils arrivent, nous sommes en train de réfléchir de manière à leur faciliter ce transport. Donc les compagnies aériennes, les agences de voyage, tout cela sera mis à sa contribution pour que les deux jumeaux, moi je les appelle jumeaux parce que culture et tourisme se partagent tellement de chromosomes qu'on ne peut pas les dissocier. Donc que les deux se communiquent. Donc quand il y a culture, que le tourisme, de manière totalement indubitable, puisse profiter de la situation. Voilà un peu comment nous envisageons de faire dans l'avenir pour que la culture, dans son ensemble, apporte davantage. Alors, monsieur le ministre, je vais vous citer, vous avez dit ceci: Evala est un grand événement qui relève notre pays d'abord en interne et sur le plan international. Vous êtes le père de ce propos. Et ensuite, beaucoup aujourd'hui, je ne vais pas dire décochent des flèches à l'endroit donc de cette initiative, mais trouvent que la période est un peu plus longue et ensuite que les administrations sont véritablement vidées. C'est ce qui se dit véritablement. Est-ce que vous avez le même sentiment? Je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas le sentiment que Evala vide les administrations de leur contenu, de leur vivier, de leur personnel. Moi, je suis parti avec mon directeur de cabinet qui a fait 3 jours et qui est revenu. Et alors le secrétaire général est arrivé. Moi, en tant que ministre de la Culture, je me devais d'être là. Et lorsque nous prenons le gouvernement dans son ensemble,
Il n'y avait que moi, le ministre de la Culture, qui était permanence là. C'est une seule journée qui a mobilisé un nombre assez important de membres de gouvernement et qui sont repartis aussitôt après. Donc, que les gens disent que... C'est une mauvaise appréciation. Même si elle était fondée, moi je ne vois pas où est le problème. La culture, c'est pour tout le monde. La culture, c'est pour tout le monde. Donc, je m'élève en faux contre ces propos-là, et voilà, vite l'administration de son personnel, c'est archi faux. Voilà, merci. Nous allons donc effectuer la deuxième pioche, monsieur le ministre. On va donc effectuer la deuxième pioche pour parler d'un autre sujet. Le recensement d'instruments de musique. Voilà, c'est un autre projet, une initiative qui porte votre marque, votre sceau, puisque nous l'avons donc appris, le Togo recense ses instruments de musique traditionnels. J'ai envie de dire, c'est presque une première. Alors on l'a appris, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a lancé, vous avez donc lancé jeudi 11 juillet 2019 dernier, le jeudi 11 juillet 2019, le projet d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation des savoir-faire, de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnelle du Togo. Alors cette rencontre marque, c'est ce qu'on a appris, le début d'une série de séances de sensibilisation à l'endroit des parties prenantes au projet dans toutes les préfectures du pays. Je m'arrête là. Monsieur le ministre, pourquoi une telle initiative? Aujourd'hui, quand je dis nous, notre génération actuelle est comme assommée, assiégée par ce qui nous vient de l'extérieur. Quand nous allons dans nos églises, aujourd'hui, c'est la guitare, c'est l'orgue, c'est la batterie, et c'est ce que nous consommons. N'est-ce pas une colonisation positive, je pourrais dire? Bon, je n'ai pas encore dit que c'est mauvais ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais. Nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin aussi de nous ouvrir au monde et de voir ce qui se passe ailleurs et juger de la nécessité de l'importer chez nous. Mais alors, cela ne va pas nous amener à oublier. Oublier, ce n'est pas fort. Délaissé. À délaisser ce que nous avions avant de connaître les instruments de musique que nous connaissons aujourd'hui. C'est important. C'est très important. Et je ne vais pas vous mettre au défi de me dire si nous prenons un jeune de Lomé qui n'a que 17 ans, s'il peut nous dire ce que c'est que le balafon. Il ne peut pas savoir. Le tam-tam parlant, il ne peut pas savoir. Dans certaines sociétés, communautés togolaises, je prends la communauté par exemple, la mort du chef s'annonce par le tam-tam parlant. Et la manière de jouer envoie un message. C'est ce qui nous a été rapporté. C'est de cette manière que nos grands-parents communiquaient. Alors vous trouvez aujourd'hui que ces rites sont des perditions? C'est aujourd'hui, si on va vous demander de présenter 2 ou 3 individus qui savent encore jouer à cet tam-tam pour passer ces messages, il y en a très peu. Il y en a très peu et ce sera vraiment un danger pour nous que tout cela disparaisse. Si aujourd'hui nous peut-être nous sommes emportés par le moderne, les générations à venir ne seront pas forcément
emportés par ce par quoi nous sommes emportés. Alors, nous avons l'obligation oui, de préserver ce que les anciens nous ont légué pour les générations à venir. Alors, monsieur le ministre, c'est un projet innovant, ambitieux, mais comment comptez-vous l'implémenter? Est-ce qu'il y a des axes phares en ce qui concerne véritablement la mise en œuvre sur le terrain? Oui, bon, et la série d'activités qui a été lancée il y a une semaine, c'est justement pour que toutes les communautés de notre pays soient, oui, le mot n'est pas fort, mais prise d'assaut. Prise d'assaut pour, premièrement, adhérer à ce projet, ensuite, contribuer à sa réalisation. Donc, le premier axe, c'est d'abord éveiller la conscience des communautés à la nécessité de conserver ce patrimoine que nous avons. Deuxièmement, éveiller la conscience sur le fait que ce que nous avons comme patrimoine culturel, les instruments de musique, c'est du matériel, mais il y a aussi l'immatériel. Ce n'est pas forcément ce que nous pensons, ça relève de Satan, de ci ou de ça. Non, c'est ce qui nous identifie, nous. Alors, pour ce qui est des moyens pour la mise en œuvre, l'État mettra les moyens, les partenaires économiques aussi mettront les moyens. Voilà, merci monsieur le ministre. Je présume que la presse sera donc des vôtres pour l'accompagnement en ce qui concerne véritablement l'implémentation de ce projet, je crois bien. Mais ça, on ne peut pas communiquer sans la presse. Donc, considérez cela comme une invitation. Voilà, c'est une palissade. Merci monsieur le ministre. On va donc effectuer la troisième pioche pour parler d'un autre sujet. Qu'est-ce que vous avez? Le rapatriement des biens culturels africains. Voilà, le rapatriement des biens culturels africains, c'est aussi l'un de vos prérogatives, puisque d'ailleurs, vous avez également initié, en ce qui concerne véritablement le rapatriement des biens culturels africains, plusieurs axes de travail. J'ai envie, rapidement, on va donc prendre l'essentiel en ce qui concerne l'adoption d'un plan d'action par la CEDEAO pour le rapatriement des biens culturels africains détenus à l'étranger. C'est bien donc l'axe. Les ministres de la Culture, je vais rapidement pour mémoire rappeler cela, les ministres de la Culture des États membres de la CEDEAO s'étaient donc réunis le 17 juillet 2019 à Cotonou, au Bénin, pour approuver donc le plan d'action régional 2019-2023 sur le retour des biens culturels africains à leur pays d'origine. Alors, c'est là le contexte. Aujourd'hui, le sujet véritablement fait parler à l'international. En réalité, pourquoi, monsieur le ministre, jugez bon rapatrier les biens culturels africains? Qu'est-ce qu'on gagne au-delà de l'acte à justement rapatrier ces biens culturels africains? Les biens culturels africains, de rapatrier, ça veut dire qu'ils ont été emportés ailleurs. Volontairement ou involontairement? On va retracer peut-être l'histoire. Ils ont été expatriés. De chez nous, ils sont partis ailleurs. Le patrimoine, c'est attaché à la personne. Le patrimoine est attaché à la personne. Qu'il soit bon ou mauvais, il reste attaché à son titulaire. Pour revenir à votre question, volontairement ou involontairement, l'histoire par elle-même dit tout. Les faits sont têtus. Nous avons malheureusement connu la colonisation. Et c'est ce système qui a été le vecteur de cette translation dans l'espace des biens culturels des pays africains vers
l'Occident qui a été le colonisateur. Alors, posons le problème beaucoup plus simplement. Un parent dont le patrimoine a été spolié, il n'a pas pu, en raison des circonstances, de temps, pu le défendre, pour le sauvegarder. La descendance s'en rend compte. Je crois que c'est à bon droit que la descendance prétendrait à faire revenir ces biens dans le patrimoine du parent. Je crois que ce ne sera que justice que les pays de la CEDEAO, dans l'unité, agissent pour que les biens culturels qui, par le jeu de l'histoire, se sont retrouvés ailleurs, qui font la richesse des pays au profit desquels ce transfert indu de propriété a été opéré. Alors, monsieur le ministre, le plan d'action en ce qui concerne véritablement l'espace CEDEAO, on parle de 2019 à 2023, et c'est-à-dire qu'à l'horizon 2023, on pourra être en droit de récupérer ces biens culturels africains. Dans tous les cas, il faut toujours rêver. Lorsqu'on a une ambition, il faut rêver pour chercher les moyens de le réaliser. Et c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Le terme, il est indicatif. Si cela arrive avant, personne ne le dira non. Donc si ça arrive après aussi, je crois que personne n'en voudra pour autant. Alors, vous qui êtes un maillon véritablement de la scène, est-ce que vous êtes confiant? Vous êtes confiant en ce qui concerne véritablement ce plan d'action? Nous avons toutes les raisons d'être confiants parce que juridiquement, oui. Bon, c'est un patrimoine, c'est reconnu que c'est le patrimoine africain. Donc ce sera peut-être les modalités de réalisation qui pourront... Sans occulter les conflits d'intérêts, aujourd'hui dans un monde véritablement où chacun cherche... C'est ce que j'appelle modalité. Ça, c'est des circonstances. Elles peuvent s'avérer peut-être dures ou plus faciles. Bon, ce sera tant mieux. Voilà, merci, monsieur le ministre. Je rappelle donc que nous sommes en entretien exclusif avec le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kosivi et Bétognon. Nous allons donc poursuivre notre randonnée. On va donc faire l'autre kiosque, monsieur le ministre. Vous avez quoi? La visite sur le Koutamakou. Voilà, visite Koutamakou. Voilà, alors on a donc appris véritablement que vous avez donc effectué une visite de travail vendredi 5 juillet 2019 sur le site Koutamakou, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2004. Vous étiez donc accompagné du préfet de la Kéran. Le ministre justement a d'abord eu droit à la visite guidée de la Tata UNESCO et de la maison Baoba à Bassamba avant d'être accueilli par une population en liesse au service de conservation du site basé à Nadoba, un des cantons qui abrite le site. Voilà donc pour l'essentiel avec cette belle image au passage qu'on peut donc voir une attention particulière à la protection et la promotion de ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, monsieur le ministre, vous étiez sur le terrain, véritablement vous multipliez les visites. On a envie de savoir, quand on parle de Koutamakou aujourd'hui, pour la petite histoire, j'ai eu donc avant l'entretien que nous avons à interroger un élève du CM2 qui m'a semblé croire que Koutamakou c'était pas au Togo. J'ai envie de savoir, justement, puisqu'on est sur le vif, j'ai envie de savoir, Koutamakou c'est quoi? On parle d'UNESCO. Vous avez fait une visite, renseignez-nous. D'abord, à retenir, Koutamakou, c'est bien au Togo. C'est dans la préfecture de l'Akiram, un pays d'Amberman, qu'on appelle Nadoba.
Deuxième chose, Koutamakou, ce n'est pas un objet ou, disons, un bien isolé qu'on verrait comme ce bâtiment dans lequel nous trouvons. Le Koutamakou, c'est tout un domaine où vous avez des habitations, vous avez des populations qui sont installées et qui s'étend jusqu'à la frontière du Bénin. Donc, le Koutamakou, ce n'est pas la seule tata qu'on peut voir, que vous voyez comme voit sur les cartes postales. Il n'y a pas que ça. C'est toute une étendue, certaines parties du territoire togolais. Alors pourquoi on parle de patrimoine mondial de l'UNESCO? Quels ont été donc véritablement les critères qui ont permis de répertorier véritablement Koutamakou parmi le patrimoine mondial? Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller voir les Tata, vous allez être stupéfait du génie créateur, du paysan d'Amberman. Vous voyez une construction dans laquelle vous avez en même temps l'habitat, vous avez la défense, vous avez la sécurité. Dans la même bâtisse, en étage. Vous avez l'habitation des pères et mères et des enfants. Et vous avez à l'étage là par où l'homme reste avec ses armes pour veiller sur la famille. Pour veiller sur la famille. Donc, ce génie créateur du Togolais, c'est lui qui a été mis en valeur. Et lorsque il a commencé par être visité, avec tout ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement pour communiquer autour, l'UNESCO a fini par se rendre compte de la nécessité de préserver ce patrimoine et l'a donc classé sur la liste de ses biens à lui, l'UNESCO. Alors, j'ai envie de poser une question peut-être banale, mais justement qui devrait être posée. Qu'est-ce que le Togolais gagne quand justement on a donc ce patrimoine qui est inscrit dans le patrimoine mondial? Quelle est la valeur ajoutée, j'ai envie de dire? La valeur ajoutée est, à première vue, immatérielle. C'est immatériel. Qu'un bien togolais soit reconnu comme étant tombé dans le patrimoine de l'UNESCO, je crois que c'est déjà une grande chose. Rien que cela. Deuxièmement, pour être pratique, c'est un site qui reçoit beaucoup de touristes. Et c'est la population locale qui gère. En tout cas, jusqu'à maintenant, les entrées et les droits perçus. Cela veut dire que ça génère des revenus. Il y a des gens qui ont trouvé des emplois, qui sont payés, qui vivent de cela. Ouais. Les conservateurs, les guides, tout cela, ça a créé de l'emploi.
Merci, monsieur le ministre. On va donc, avant de souffler, on va donc prendre la dernière pioche, avant donc de prendre véritablement la deuxième rubrique, la dernière pioche. Il s'agit donc de quoi? Convention de 2003, je crois. Convention 2003, ça c'est un peu vague ça. Oui, justement, la convention de 2003, en ce qui concerne l'atelier, parce qu'on a appris que véritablement il s'est tenu un atelier de validation du document d'évaluation de la mise en œuvre de la convention de 2003. On a envie, monsieur le ministre Koscielny Betonyo, de savoir, quand on parle aujourd'hui de cet atelier de validation, la convention de 2003, cela nous renvoie à quoi? Toujours en parlant des actions que vous menez pour véritablement rehausser le niveau de la culture togolaise. La convention de 2003, c'est celle sur le patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel, et il y en a de matériel, c'est les tatas que nous avons, c'est tout ce qui a de manifestations visibles, tangibles. Le musée par exemple. Le musée par exemple. Il n'y a pas que cela qui fait la culture. L'art culinaire en lui-même, ce savoir-faire-là, il est immatériel. On ne peut pas l'évaluer. La manière de recevoir un étranger, quand on arrive, vous recevez un étranger, chez certains, on lui donne de l'eau, chez d'autres, il y a ceci, il y a ça. Ça, c'est un patrimoine, mais qu'on ne peut pas, qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas palper. On ne peut pas palper. Et beaucoup d'autres choses. Notre musique, par exemple, notre manière d'inhumer les gens, par exemple, dans une société, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer. Et comme ce n'est pas matériel, on est très vite porté à oublier. On est très vite porté à ne plus porter l'attention vers. Or, tout cela fait partie aussi du patrimoine. Et la convention de 2003 est intervenue pour appeler l'attention là-dessus, pour éveiller la conscience là-dessus. Et il a été demandé à tous les États partis de prendre des dispositions pour sa mise en application. Voilà. Merci monsieur le ministre. On va donc accélérer la course. On prend la deuxième grande articulation. Il s'agit donc du carreau social. Monsieur le ministre, cette question qui m'a été posée par un étranger, un expatrié, le Togo a-t-il une réelle identité culturelle? Si oui, comment est-ce qu'on peut l'apprécier, monsieur le ministre? Le Togo a-t-il une réelle identité culturelle? La réponse est oui. La réponse est oui, dans la mesure où vous arrivez au Togo, le Togolais a sa manière de s'habiller. Vous arrivez au Togo, le Togolais a sa manière de saluer. Vous arrivez au Togo, le Togolais a sa manière de recevoir l'étranger. Donc, c'est ce qui nous identifie. Lorsque nous prenons le côté plus ou moins matériel, nous avons notre musique à nous, musique togolaise. Nous en avons. Quand bien même peut-être elle ne fait pas parler d'elle à l'extérieur, comme il n'y a pas une certaine base. Ça c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas encore organisé de telle sorte que ce soit flamboyant. Vous y pensez? Mais nous y croyons fermement. Flamboyant au point d'être vu à des milliers de kilomètres d'ici. Vous voyez ce siège, il a regardé à côté de vous. Oui. Ça, c'est un produit togolais.
ces pensées réalisées par un Togolais. Pour traduire nos réalités togolaises à nous. C'est le siège ancestral qu'on ne trouvera pas en Europe. C'est notre identité. Tout dépend de ce que la personne voudrait entendre par identité. Peut-être. À l'extérieur, comment est-ce qu'on peut percevoir le Togolais? Quelle étiquette on peut lui coller? Comme un Sénégalais, par exemple, on parlera du Wolof. On parlera peut-être en Côte d'Ivoire, par exemple, d'une sonorité peut-être particulière. Le Togo, à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut l'identifier? Peut-être que je ne perçois pas clairement la question. Mais le Wolof, c'est quoi? C'est une langue? Tout à fait. Alors, mais la multiplicité de langues, la multitude de langues que nous avons, c'est togolais. On ne verra la Kébou nulle part ailleurs. On n'entendra parler la Kosso nulle part ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le ministre, que nos langues ne sont pas véritablement assez valorisées? Peut-être là, le point sur lequel... Tout dépend de ce qu'on entend par valoriser. Bon, nous n'avons pas besoin que les Allemands viennent valoriser ma langue à Kébou. Si le Wolof est écrit et puis peut-être enseigné, nous avons levé aussi qui est écrit et qui a enseigné, le quartier qui est écrit et qui a enseigné. Voilà. Donc, c'est mal peut-être percevoir le Togo que de prétendre qu'il n'a pas d'identité. Merci, merci monsieur le ministre. On va faire une autre pioche. Carte sur table, Nous avons les cartes. Vous avez donc l'information. Nous allons justement, on va donc rapidement presser en ce qui concerne donc l'entretien. On a là. Forum Togo. Voilà. On se rappelle qu'il y a eu donc ce forum, Togo, Union européenne. Plusieurs partenaires donc ont eu à échanger avec les Togolais en ce qui concerne d'initiatives. Les initiatives ne manquent pas également en ce qui concerne votre ministère. On a donc appris que vous avez échangé avec des partenaires. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les retombées de ce forum qu'a abrité le Togo? Oui, il faut féliciter le Togo dans son ensemble, commençant par le chef de l'État et le gouvernement, tous les Togolais qui ont contribué à la réussite de ce forum. Le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a eu le privilège d'animer un panel au cours duquel qui avait vu la participation d'investisseurs venus de partout. Et cela a été pour nous l'occasion de faire un état des lieux du tourisme et de la culture et de présenter les potentialités d'investissement qu'il y a dans ces trois secteurs. Et nous avons profité de l'occasion pour dire que les secteurs du tourisme et de la culture sont encore vierges. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, mais il y a encore de l'espace à occuper. Et nous avons appelé les investisseurs à venir investir dans ces secteurs, comme dans tous les autres d'ailleurs, dans la mesure où au Togo ici, nous avons beaucoup d'atouts. Le premier atout, c'est la disponibilité d'un vivier de ressources humaines qualifiées et surtout disciplinées et obstinées dans le labeur. Ça, je me répète, c'est le terme exact que j'avais utilisé. Donc, il y a déjà cet atout. Deuxième atout, la stabilité politique. Troisième atout,
un système judiciaire rassurant. Système judiciaire rassurant dans la mesure où aujourd'hui, peut-être que les gens ne le savent pas, notre justice est en pleine révolution. C'est vrai, la justice, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vertu. Et une vertu, ça se cultive et ça prend du temps. Donc c'est ce que j'ai essayé d'exposer aux investisseurs. Pour revenir spécifiquement au secteur du tourisme, c'est vrai, nous n'avons pas l'occasion de communiquer trop là-dessus. Mais nous avons beaucoup de projets sur le plan du tourisme. Sur le plan du tourisme. Toute la côte ivoirienne. À partir de l'hôtel Tropicana, en avançant, il va y avoir la construction de tout un complexe d'hôtels et de stations balnéaires. Nous avons beaucoup d'hôtels à rénover. L'hôtel de la paix, spécialement l'hôtel Tropicana, pour ce qui est rénové. À Neho, des hôtels à construire. Du long des lagunes, des espaces à aménager. Donc, c'est tout cela que nous avons présenté aux investisseurs. Et notre souhait le plus ardent, c'est que des appuis viennent accompagner les efforts du gouvernement pour la réalisation de tous ces projets. Voilà, merci, merci Monsieur le Ministre. On va donc, il nous reste quelques petites cartes. Nous allons donc finir justement le protocole. Là, nous avons une nouvelle messagerie professionnelle gouvernementale. Alors, on l'a également appris. De quoi s'agit-il, Monsieur le Ministre? Vous êtes également impliqué en ce qui concerne véritablement cette autre initiative. En réalité, le secteur qui serait beaucoup plus à même de répondre à cette question, Oui. c'est le ministère de l'économie numérique. Donc pour l'instant, on va donc ne pas en parler. Et on considère que c'est encore sous embargo. Sous embargo. Merci, merci Monsieur le Ministre. Donc on va faire une autre pioche. On a donc plus que 3 cartes avant donc de finir. Là nous allons parler d'autres choses. On a là audience ambassadeur Brésil. Alors vous avez justement multiplié certaines audiences, notamment deux que nous avons retenues avec celui du Brésil en ce qui concerne véritablement ces rencontres diplomatiques, j'ai envie de dire, culturellement parlant, de quoi s'est-il agi? Oui, là, ça a été une visite de courtoisie que l'ambassadeur du Brésil a bien voulu nous rendre. Mais nous en avons profité pour des échanges sur le plan culturel. Alors, j'avoue, et puis je le maintiens, je n'irai pas dans les détails. Tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que le Brésil offre d'accompagner le ministère de la Culture pour retracer et faire revivre l'histoire. Vous savez, les Brésiliens ont une origine lointaine qui remonte à l'Afrique. Évidemment. Donc le Brésil est très disposé à accompagner le Togo, précisément pour ce qui est de la maison des esclaves. Voilà. Merci, on va donc évoquer justement une autre audience. Il s'agit donc de l'autre ambassadeur de l'Égypte, je crois bien. Voilà. Vous avez également eu à échanger avec l'ambassadeur de l'Égypte. J'ai envie de savoir, là aussi, beaucoup de choses ont été dites. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Avec l'Égypte, nous envisageons un partenariat. Parce que
faut qu'on copie. Hein. Quand c'est bien, il faut copier. Et de toute façon, il faut être honnête, reconnaître que l'Égypte, c'est un pays de vieille tradition culturelle. Donc ce que nous comptons faire avec l'Égypte, c'est la formation. La formation dans les domaines de la culture et du tourisme. Dans les deux secteurs, nous avons beaucoup à apprendre de l'Égypte. Donc là aussi, l'Égypte est disposée à le faire. Merci, monsieur le ministre. Avant donc de prendre la dernière carte, on va donc prendre le cœur. Le cœur. Et puis cette question, très petite question, monsieur le ministre. Alors, face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et à l'invasion inévitable, presque des cultures étrangères, aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour véritablement asseoir la culture togolaise? Très belle question. Et votre question m'amène à ouvrir une parenthèse pour dire que très généralement, quand on parle de la culture, la question qui me vient à l'esprit, mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi faire la culture? Et quand on se pose cette question, tout de suite, on se fixe soi-même des barrières. On se fixe soi-même des barrières. Mais contrairement aux autres secteurs où la matière préexiste même à l'homme, dans le domaine de la culture, c'est l'homme qui fait. Comment est-ce qu'il faut faire pour que la culture rayonne? Je crois que c'est simple. C'est une question de volonté. Une question de décision. Et une question de travail. Chaque jour soutenu. Celui qui arrive à jouer à l'harmonium, ou disons à faire le piano, c'est qu'il s'est décidé un jour à le faire et il s'est mis à pratiquer et à vaincre toutes les difficultés. Aujourd'hui, le monde culturel togolais est divers. Nous avons une infinité d'artistes, mais le problème c'est que nous n'avons pas encore compris que il appartient aux acteurs directs de la culture de la porter. Le gouvernement est là juste pour définir le cadre. Alors, quand vous parlez de la portée, vous y mettez quoi? Quelles devraient être les prérogatives de ces acteurs? Non. Leur part à faire. Le gouvernement crée le cadre approprié et propice pour que la culture puisse éclore. Ceux-là qui doivent la faire éclore, ce sont les individus. Vous prenez le cinéaste. Il n'appartiendra pas au ministre d'aller se mettre à la place du cinéaste pour jouer. Il n'appartient pas au ministre d'aller se mettre à la place de l'écrivain pour écrire. Donc, ces différents acteurs doivent prendre conscience de leur responsabilité et se dire, mon art, c'est moi qui dois le porter, c'est moi qui dois le faire rayonner. C'est par là que ça doit passer. C'est par là que ça doit passer. Et lorsque ça passe par là et que ça commence par retenir positivement l'attention, les moyens viendront de partout pour accompagner. Et c'est à partir de là que mais la culture togolaise va aller au-delà
des frontières. Merci, monsieur le ministre. Il nous reste donc 2 minutes. On va donc rapidement finir. J'ai fait bien de finir par le début. Vous allez comprendre. Votre parcours séduit plus d'un. Votre destin, on va le dire également, séduit, puisque je vais rapidement lire votre biographie. Vous êtes né le 31, c'est sous votre contrôle, le 31 décembre 1971 à Djon, dans la préfecture de l'Akebou. Vous êtes véritablement diplômé, puisque vous avez donc suivi une étude cycle ENA 3, magistrature et un profil de juriste, magistrat et administrateur. Vous avez donc occupé plusieurs fonctions dans votre cursus professionnel. Vous avez donc, entre autres, été juge d'instruction au TPI de Sotoubois de 2001 à 2006. Vous avez été juge d'instruction au TPI de Sansané Mango de 2006 à juin 2009. De juin 2009 donc à octobre 2010, vous fûtes directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, conseiller technique et directeur de cabinet du garde des Sceaux respectivement sur les périodes de 1er janvier 2012 au 20 septembre 2012 et 21 septembre 2012 au 24 janvier 2019. Vous entrez donc au gouvernement avec ce portefeuille culture, tourisme et loisirs. J'ai envie de dire, quel est votre secret? Mon secret, c'est la foi en soi. Il faut avoir confiance en soi-même. Et lorsqu'on travaille, travailler comme si tout dépendait de nous. Lorsqu'on a un travail à faire, qu'on se dise, quelle qu'en soit la masse, que seul on peut la faire. En tout cas, c'est comme cela que moi j'ai essayé de fonctionner. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est le travail qui fait l'homme. Justement, c'est le travail qui fait l'homme et véritablement, vous avez plusieurs cordes à votre arc. L'homme du droit a-t-il quand même le temps pour véritablement se divertir en ce qui concerne véritablement votre jardin secret? Quel genre de musique vous écoutez? Non, je n'écoute pas que de la musique. Vous lisez? Non, je dis que je n'écoute pas que de la musique. Je fais la musique aussi. Ah oui. Vous allez chez moi à la maison, vous verrez une orgue. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai monté des chorales. Chez Alomé, j'en ai monté à Sotoua, j'en ai monté à Sansané. Donc c'est vrai que je suis un peu absorbé par le travail. Je n'ai plus le temps de pratiquer tout cela, mais de temps en temps, je le fais. Merci, merci. On va donc prendre la dernière carte. Ce sera donc votre mot de la fin. J'ai envie spécialement de me permettre de vous écouter en langue. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir. Peut-être pour dire une phrase ou peut-être pour donc lancer un message à ceux qui nous écoutent. Je suis profondément attaché à l'identité. Je crains que la langue dans laquelle je dois parler, parce que je suis jaloux de mon identité, ne puisse pas être comprise de tous. C'est pour cela que je vais conclure en français pour que tout le monde puisse m'entendre. Je vais dire d'abord merci à votre équipe de l'opportunité qui m'est offerte. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous, chacun à la confiance en soi. C'est vrai, aujourd'hui comme partout ailleurs, les défis sont énormes. Les défis sont énormes et ce n'est que par
le travail, et le travail bien fait surtout, que nous parviendrons à faire de nous ce que nous voulons être. À tout point de vue, individuellement comme collectivement et pour le pays. C'est vrai, il y aura des difficultés et c'est pour cela que je terminerai par ces paroles de Victor Hugo, appelant à la persévérance et au courage, pour dire que la persévérance et le courage, ce que le levier pour la roue, c'est le renouvellement perpétuel du point d'appui pour que le vélo puisse avancer. Je vous remercie. Merci, merci. Je retiens donc cela, et ne jamais se lasser, toujours de l'effort. C'est donc de l'effort consenti qu'on peut donc espérer récolter des fruits. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir ouvert vos portes, malgré votre agenda quand même assez chargé. On l'a donc remarqué. Merci et on espère revenir. Vous aurez toujours vos portes ouvertes pour l'équipe de Cartes sur Table, j'espère. C'est à moi de vous dire merci. Mes portes sont toujours ouvertes. Merci. Nous sommes ainsi arrivés à la fin donc de ce programme Cartes sur Table. Vous le savez donc, le principe est clair. Nous avons les cartes, vous avez donc l'actualité. C'était donc un entretien exclusif avec le ministre. Il s'agit donc du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, monsieur Kossivi Egbetonyan. Merci de nous être donc fidèles. Vous le savez, tous nos canaux sont donc ouverts pour pouvoir nous envoyer des sollicitations. Vous pouvez aller donc sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc également voir tous les autres canaux sociaux, Facebook et autres. 90 24 48 21, c'est donc véritablement le numéro qui vous sert de passerelle pour nous envoyer vos préoccupations, sollicitations. On se retrouve pour le prochain numéro. À très vite.